Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lépron. On s'en souvient encore tous comme si c'était hier. 2014, les Jeux équestres mondiaux se tiennent chez nous, à Caen, et pour la dernière fois, une finale tournante dans laquelle s'affrontent les 4 meilleurs cavaliers du championnat. Parmi eux, le crack cavalier français, le Normand, Patrice Delaveau, qui terminait alors cette finale avec un unique point de pénalité, quelques secondes de temps dépassé, qui font de lui, et sur ses terres, le nouveau vice-champion du monde. Il y a quelques semaines, quelques jours, nous sommes à notre tour allés en Normandie et nous avons eu le privilège de rencontrer Patrice et d'échanger avec lui, chez lui, pour enregistrer l'épisode qui va suivre. On lui attribue souvent les qualificatifs de discret, réservé, talentueux. Mais Patrice est aussi humble, authentique et drôle. Avec lui, nous avons évidemment parlé de sa carrière, de ses grandes victoires, des chevaux hors du commun que nous avons connus sous sa selle. Tous les trois, dans ce salon rempli de trophées, nous avons redessiné le passé, dessiné le présent et puis imaginé le futur. J'espère que cette conversation vous plaira et que, comme Patrice, vous la trouverez trop courte. Très belle écoute à vous. Pour la deuxième fois, Sylvain Quintin renouvelle sa confiance en notre podcast. C'est avec la société Equidirect, spécialisée dans la prévention et le bien-être équin, qu'il a souhaité nous soutenir aujourd'hui. La société est gérée par Sylvain lui-même, responsable d'écurie et cavalier de Patrice Delaveau pendant plusieurs années. Soucieux du confort et du bien-être des chevaux, il utilise son expérience, ses connaissances et le réseau de professionnels qui l'entourent pour dénicher et proposer des appareils et produits se tournant vers la prévention sanitaire et physique du cheval ainsi que de son bien-être. Sylvain est récemment devenu responsable du développement de Equitron en France. Il s'agit d'un appareil qui a pour but de prévenir et de guérir de nombreuses lésions, qu'elles soient musculaires, ligamentaires ou tendineuses, mais aussi calmer les inflammations grâce à son effet antalgique et anti-inflammatoire. L'appareil a aussi pour but le renforcement musculaire. Et si Sylvain était aussi enthousiaste à l'idée de sponsoriser ce nouvel épisode, ce n'est pas pour rien. Car lorsqu'il a rencontré Patrice Delaveau, une relation de confiance s'est tout de suite installée et l'échange s'est fait librement. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Sylvain va directement à la rencontre de Patrice pour recueillir son avis sur ses produits, pour faire des essais ou travailler sur le développement, puisqu'après plusieurs années à ses côtés, il connaît sa rigueur, ses attentes et son fonctionnement. Voilà ce que Sylvain a témoigné au sujet de Patrice. Patrice est pour moi un vrai homme de cheval dont les valeurs n'ont pas changé au fil des années. Il cherche à faire évoluer chaque cheval tout en gardant en tête que le bien-être moral et physique sont primordiaux à leur évolution. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.equidirect.lu. N'hésitez pas à prendre contact pour découvrir les différentes innovations et produits. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors c'est la seconde fois pour nous. On avait déjà eu la chance de venir ici pour enregistrer avec votre femme, avec Sabrine, à l'occasion donc d'un premier épisode avec elle. En principe, on commence toujours nos podcasts de la même manière. On demande à notre invité de se présenter, nous raconter son histoire, et puis on introduit d'abord l'invité. Bon là, avec vous, je crois que c'est pas très utile. Je crois que tous nos auditeurs connaissent votre nom. Donc je vais juste essayer de citer quelques grandes lignes de votre parcours, de votre trajectoire sportive. Vous vous mettez à cheval assez tôt, enfin même très tôt, à 6 ans, si j'en crois la biographie de votre site internet. Dans vos années de jeune cavalier, vous êtes nommé successivement champion de France cadet, junior, jeune cavalier, au désespoir de vos concurrents. Vous aviez 21 ans seulement quand vous devenez le plus jeune cavalier français médaillé dans un grand championnat. Vous remportez la médaille de bronze par équipe au championnat du monde en 1986. Et puis au fur et à mesure des années, vous avez croisé la route de chevaux exceptionnels, Jaguar Maille, Ornella Maille, Kachina Maille, Lacrymoso, Orient Express, pour ne citer que. Grâce à eux, vous avez grimpé les échelons de la ranking mondiale. Vous remportez des étapes Coupe du Monde et puis vous devenez vice-champion du monde sur vos terres ici à Caen. C'était en 2014, après avoir déjà participé et performé à Lexington. Sacré parcours. Avant de commencer, donc à parler de vous, on va commencer d'une manière un petit peu singulière. C'est la première fois qu'on fait ça.
Quand on est allé enregistrer les épisodes à l'Espace Rosier, que ce soit avec Marcel ou avec Thierry, on a pris une photo qui trône dans le clubhouse. Donc là-bas, c'est un sanctuaire de photos. Il y a plein de coupes, des plaques, des flots et des photos partout sur les murs. Et donc je voudrais vous la montrer et vous demander qu'est-ce qu'elle vous rappelle, qu'est-ce qu'elle vous inspire, quels sont les souvenirs que vous avez. J'ai même pas besoin de la voir, je la connais. C'est une photo où il y a vraiment beaucoup de monde et plein de même de cavaliers actuels. Alors, et d'anciens cavaliers. On vous voit vous. Alors, moi je voudrais bien savoir. Je reconnais Hubert. Ah, des lunettes. Là on reconnaît Hubert. Hubert Bourdi, bien sûr. Thierry, on va commencer par l'autre, donc Thierry Rosier, Bosti. Incroyable. Frédéric Cottier. Ouais. Là, on a Patrick Caron, Gilbert Balanda, Michel Robert, Édouard Coupéry, Philippe Rosier, Jean-Charles Gaillat, Christophe Cuillet, Caroline Marquet, moi-même. Ça, c'est le fils de Charlot Hubert Bourdi. Qui est ici, Éric Levallois, et ça je dirais André Roguet. Ah, vous les avez tous. Voilà, je pense que j'en rate pas, tout le monde est là. Et donc vous avez fait avec cette équipe tous les championnats en fait, tous les championnats de France, vous étiez junior, vous étiez jeune cavalier, et c'est Philippe Rosier qui nous disait dans un échange qu'on a eu avec lui que vous étiez quand même sa bête noire, son principal adversaire. Oui, c'est vrai, parce qu'avec Philippe, alors Philippe a 2 ans de plus que moi, donc moi, à la limite, quand j'arrivais junior, on n'a pas fait beaucoup de concours junior ensemble. J'en ai fait un avec lui, parce que lui, en fait, je pense que moi, quand j'arrivais, lui restait une année de junior. Mais bon, on avait à cette époque 15 et 16 ans, donc ça remonte un petit peu. Et j'ai plus concouru avec Thierry en junior, parce que Thierry est plus de mon âge. Voilà, on a un an d'écart. Mais bon, avec Philippe, après, on a fait aussi des championnats d'Europe jeunes cavaliers et après, bien sûr, des championnats seniors. C'est des bons souvenirs, cette photo. Moi, très très bon souvenir, parce que bon, il y a plein de... quand on voit tous les gens qu'il y a là, Michel Robert, Patrick Caron, donc on est à cheval sur deux générations là en plus. Donc c'était, bien sûr, et comme c'est des gens, on se voit quand même beaucoup tous les week-ends, et quand on revoit des photos, cette photo, elle doit avoir une 30aine d'années, donc évidemment, ça met un petit coup, quoi. Bon, alors on va revenir en arrière pour le coup, et je voudrais commencer par vous quand vous étiez jeune, très jeune. Qui est-ce que vous étiez quand vous aviez, disons, 10-15 ans? Quel enfant est-ce que vous étiez? Quels rêves vous aviez et quelles envies est-ce que vous aviez à ce moment-là? Que ce soit personnel, sportif, etc. Donc je pense que j'étais pas un enfant comme les autres, parce que je suis vraiment né dans un club hippique. Mes parents tenaient un club hippique, et vraiment tout petit... je traînais au club hippique et j'étais passionné par les chevaux. Donc, dès mon plus jeune âge, c'était les chevaux. Mais c'est marrant parce que je m'en souviens, je m'en suis aperçu après, c'est que j'ai pas eu tellement de vie de gamin comme les autres gamins, dans les rues, jouer au foot, tout ça. Et je me rappelle les seules fois où j'allais un petit peu, j'étais invité chez des potes qui n'habitaient pas à la campagne, qui habitaient un petit peu en ville, bien que à l'époque j'habitais Beaumont-le-Roger, c'était pas vraiment une ville, c'était un grand village, mais je me retrouvais là et je me disais, mais c'est marrant, j'ai pas une vie comme eux. Donc j'étais toujours un petit peu à part, mais parce que je pensais que cheval, et j'étais toute la journée dans les écuries, quoi. Est-ce que vous diriez que, en ayant commencé l'équitation d'abord très tôt et ensuite la compétition, en ayant eu tous les succès que vous avez eus jeune, est-ce que vous pensez que c'est votre goût pour la compétition, pour la victoire et après pour le haut niveau qui s'est un peu ancré, propagé dans votre système et qui vous a guidé ensuite dans votre parcours? Alors, oui, pourquoi alors, mon père déjà montait, c'était un cavalier de concours complet. Et quand il donnait toujours j'ai toujours ça un souvenir, je regardais, quand j'étais gamin, je le regardais toujours donner ses reprises d'équitation. Et lui, il était vraiment axé sur la compétition. Donc je pense que, naturellement, sans m'en apercevoir, je suis né un petit peu pour la compétition. Et dès que j'ai commencé à faire les concours d'entraînement à la maison, sur mes poneys, tout ça, j'avais qu'une envie, c'était de gagner. Mais sans vraiment savoir pourquoi. Mais voilà, je pense que
c'est quand on est gagneur, c'est dans la nature, quoi. C'est un naturel gagneur. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu envie de gagner, c'est vrai. Et aujourd'hui, Patrice, plusieurs années plus tard, comment est-ce que vous vous décririez ? Quels sont vos traits de caractère ? Quelle est votre personnalité ? Et qu'est-ce que, à votre avis, les gens peuvent dire de vous en tant que personne ? Oui, j'entends souvent dire que oui, j'aime bien gagner. Un petit peu moins en ce moment, c'est vrai, mais je pense que en règle générale, je suis assez bien, je m'entends bien avec beaucoup de monde. Déjà, je pense que ça c'est important quand je vais sur un terrain. Je peux voir tout le monde, salut, on est quand même très très potes quoi, avec beaucoup de monde. Et donc Julie Ulrich hier nous a dit que vous étiez très drôle. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien toujours blaguer avec Julie parce que Julie est très sérieuse quand elle fait travailler ses élèves, tout ça. Elle a toujours des très grandes théories et moi j'essaie de prendre des choses un peu simplement, donc des fois je la taquine un petit peu avec ça. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes un homme de cheval avant tout ? Oui, je pense, parce que c'est, comme je vous disais, je suis quand même né là-dedans, donc je connais très très bien l'animal, le cheval, enfin je pense bien le connaître. Et c'est vrai que quand je suis aux écuries toute la journée, j'essaie toujours de regarder s'il me semble bien, donc je suis très très précautionneux des chevaux. Quand je suis aux écuries, j'essaie de voir si le box est propre, si ceci, si cela, si la bande est bien mise, si la couverture n'est pas de travers. Voilà, je pense que être homme de cheval, c'est déjà se regarder si son cheval, déjà rien qu'en regardant son œil, si on le sent bien ou pas. C'est votre père qui vous a transmis ça ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé aussi à la construction de ce que vous imaginez être un homme de cheval et de ce respect-là du cheval ? Oui, bien sûr, le premier qui m'a inculqué ces choses, c'est bien sûr mon père, parce qu'on vivait vraiment dans les écuries à cette époque, quand j'étais vraiment tout gamin, on était vraiment la maison à 5 mètres des box, quoi. Donc toujours un œil sur les chevaux. Et après, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de monde et de très très bons entraîneurs. Mes premiers entraîneurs ont été Marcel Rosier, Daniel Biancamaria, qui étaient des gens très très près des chevaux et de très grands hommes de chevaux déjà. Donc dès tout jeune, j'ai appris, j'ai eu inculqué à bien m'occuper des chevaux et à être très précautionneux, pardon. Justement, Patrice, est-ce que vous pensez que vous pourriez revenir un tout petit peu sur les grandes étapes, en tout cas avant tous ces grands succès qu'on vous connaît, peut-être les entraîneurs avec qui vous avez travaillé, les grandes étapes qui ont fait que aujourd'hui vous en êtes arrivé là? Oui, les grandes étapes ont été bien sûr des championnats d'Europe junior, quand on avait toute cette équipe avec les Rosiers, Jean-Charles Gaillat, Bosti, Eric Levallois, voilà, qui étaient déjà tous des fils de très grands professionnels. Donc ça a été vraiment des étapes très importantes parce qu'on était vraiment tout jeune, balancé dans les très très grosses compétitions. Et aussi très jeune, j'ai eu la chance que mon premier entraîneur, l'entraîneur national Marcel Rosier, m'ait fait confier par la fédération à l'époque, parce que on appelait ça les chevaux de l'écurie fédérale, des chevaux de l'État. J'étais très jeune, il m'a fait confier un très très bon cheval qui s'appelait Laiken, et c'est lui qui m'a lancé. C'est avec lui, avec ce cheval, que j'ai pu participer à mes premiers championnats du monde quand j'avais 21 ans. Avec dans l'équipe, il y avait quand même Japlou et Pierre Durand, Frédéric Cottier et Flambeau, et Michel Robert avec Lafayette, donc étaient déjà des très très grands champions. J'ai eu beaucoup de chance d'être balancé, si je puis dire, dans cette équipe avec ces très très grands professionnels, quoi. Ils vous ont porté, toute cette équipe, tous ces gens-là. Je pense que tous les uns des autres, ensemble, vous vous êtes forcément portés un peu vers le haut niveau. Bien sûr, parce que j'étais mis dans cette équipe un petit peu par hasard. En fait, à l'époque, je remplaçais déjà Philippe Rosier, qui avait eu un problème avec son cheval. Je me souviens, ma première Coupe des Nations, c'était Rome. Je partais là-bas, je venais juste de récupérer ce cheval. Ça faisait peut-être 6 mois que je le montais. Et Rome, à l'époque, faisait partie, comme toujours, mais plus à l'époque, un des très très grands concours en Europe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les 5 étoiles que l'on a maintenant, donc c'était les CSIO. Donc les CSIO, c'était vraiment les plus grosses compétitions. Et j'étais parti là-bas en 5e pour faire mes armes, quoi, pour me lancer un petit peu. Il s'est avéré que
8 ou 10 jours avant, en fait non, je devais pas y aller, mais 8 ou 10 jours avant, je crois que le cheval de Philippe Rosier a eu un problème, donc j'ai remplacé Philippe. Donc je partais là-bas en 5e, et quand je suis arrivé là-bas, on avait fait le premier jour de concours. Je devais pas faire la Coupe des Nations, et il s'est avéré que le matin de la Coupe des Nations, c'était le cheval de Michel Robert qui avait eu un problème, qui ne pouvait pas faire la Coupe des Nations. Et j'étais balancé dans cette Coupe des Nations au dernier moment, même le matin même, je me suis levé, j'étais pas au courant que je faisais cette Coupe des Nations, et je me rappelle très très bien que Patrick Caron était venu me chercher à l'hôtel en catastrophe en me disant vite, viens, prends tes affaires, tu vas monter la Coupe des Nations. Oh, la Coupe des Nations de Rome. Et en fait, j'ai fait partie de l'un des il n'y avait pas beaucoup de double sans faute, et j'étais double sans faute avec ce fameux Heineken, et voilà, la carrière était partie comme ça. Vous étiez très jeune, et je crois que vous étiez si jeune d'ailleurs que le speaker vous avait donné un surnom sur place. Voilà, et un surnom que j'ai toujours que j'ai gardé. Encore très peu de personnes m'appellent par ce surnom qui est Piccolo. Ouais, Piccolo, qui veut dire le petit ou le plus jeune, parce qu'à la remise des prix, voilà, il annonçait toutes les noms des grandes stars. El Piccolo de Lavaux, qui voulait dire le jeune ou le petit de Lavaux, et ça m'est resté. Il y a pas beaucoup de monde encore qui m'appelle comme ça. Les gens qui m'appellent comme ça sont des gens qui ont commencé à avoir un petit peu d'âge maintenant, et qui se souviennent très très bien de cette époque. Mais voilà, oui, c'est un surnom qui m'est resté, c'est drôle. Mais c'est bien, on va propager l'information. Hier, on a eu la chance donc de rencontrer Julie Ulrich, que vous connaissez bien, et qui nous a confié quelque chose à votre sujet. Elle nous a dit: Patrice est un des cavaliers les plus rapides du circuit, mais quand il court une épreuve, les chevaux ont toujours les oreilles pointées vers l'avant parce qu'il est avec eux, dans leur sens, il va vite, mais il ne les gêne jamais. Est-ce que vous diriez que c'est ça, votre principale qualité à cheval, réussir à toujours aller dans le sens du cheval en vous faisant presque oublier ? Oui, c'est vrai que j'ai gagné beaucoup d'épreuves de vitesse. J'adore les épreuves de vitesse. C'est un petit peu comme je regarde Julien qui gagne tout en ce moment, qui est imbattable, et c'est vrai que je suis plus près de la façon de Julien que de beaucoup d'autres, bien que Julien soit aujourd'hui 2 fois plus performant et 2 fois plus fort que moi, c'est pas le problème, mais je me rapproche un petit peu de sa position et de la façon d'emmener ses chevaux dans la vitesse. C'est presque un peu l'équitation américaine. Alors oui, les Américains sont très en équilibre et très dans le galop, c'est vrai, oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, en tout cas, c'est vraiment le souvenir que j'en ai, parce que on vous a vu beaucoup gagner, beaucoup. Les années 2012, 2013, 2014 ont été vraiment des belles années pour vous. En 2013, on vous a gagné notamment les Masters de Hong Kong, si je me trompe pas. Vous remportez 4 épreuves, dont le Grand Prix avec Lacrymoso. Vous êtes à ce moment-là très en forme, imperturbable, vraiment. On sait bien, l'équitation, c'est vraiment un sport dans lequel les cavaliers se transcendent. Est-ce que vous diriez que le mental et la confiance, ce sont vraiment des éléments qui sont inhérents à la performance? Et est-ce que vous pensez que dans ces moments-là, on peut être imbattable et le sport fait que les choses évoluent, on redescend, on remonte, on revient et on repart? C'est parfois la difficulté de ce sport. Oui, alors c'est vrai que pour gagner, déjà pour en revenir à Hong Kong, c'est vrai que j'étais arrivé là-bas, je sais pas pourquoi, mais je m'en suis même pas aperçu, mais dans une forme extraordinaire. Oui, vous aviez pas conscience de ça? Non, je suis arrivé là-bas sans me dire je vais tout gagner ici. Je suis arrivé là-bas, déjà on découvrait ce concours parce que c'est la première fois que ce concours avait lieu. Et déjà dès la première épreuve, c'était une épreuve comme souvent dans ces concours-là. La première épreuve, personne ne la court vraiment trop, quoi, et parce que on prépare aussi les chevaux pour la suite du concours, donc on se dit pas je vais essayer de gagner absolument cette épreuve. Et j'étais parti sur cette épreuve donc avec Lacrymoso en me disant je vais faire un tour dans le galop, mais sans vraiment le dévisser, parce que déjà il y avait que 3 jours de concours, il allait faire les 3 jours, donc je me suis dit j'y vais, mais voilà, tranquille. Et puis ça s'était très très bien passé, l'épreuve s'était pas trop courue, puis en fait je suis resté en tête de cette épreuve, j'ai gagné cette épreuve. Et le soir même il y avait le Speed Challenge, et je passais en numéro 1. Et quand j'ai vu la start list, je dis merde, j'ai pas de chance numéro 1. Normalement, tu gagnes jamais cette épreuve en passant numéro 1. Et donc, je suis parti avec Ornella. De toute façon, Ornella avait qu'une façon de faire. De toute façon, c'était assez dans le galop, assez vite. Et je fais un très très bon parcours.
Et puis, je me suis aperçu en regardant l'épreuve que finalement, les mecs n'arrivaient pas à m'approcher. Donc, j'ai dit, tiens. Et en fait, c'est la dernière à rentrer en piste qui me bat, c'est Katharina Hoffel. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est elle qui montait la Crimoso quand le cheval était jeune. Elle me bat, mais d'un rien du tout. Et j'ai dit, de toute façon, j'étais déjà très content parce que j'avais gagné la première épreuve et deuxième du Speed Challenge, qui était une épreuve déjà très très bien dotée. Donc, pour moi, j'avais fait mon concours, j'étais déjà très content. Et puis après, voilà, les victoires se sont enchaînées. Le lendemain, Ornella, je la monte pas, je la laisse tranquille. On avait déjà un premier Grand Prix avec la Crimoso. Il fait un parcours sans faute en se promenant et un barrage magnifique. Donc là, j'en étais déjà à 2 épreuves et une deuxième place. Donc pour moi, le concours était encore, c'était bon, je pouvais m'arrêter là. Le lendemain matin, on avait une très belle épreuve à barrage. Ornella, double sans faute, elle gagne. Donc là, c'est vraiment un top concours, un concours extraordinaire. Et le Grand Prix, la Crimoso saute d'une façon remarquable et regagne le Grand Prix. Donc ça faisait 4 épreuves gagnées et une deuxième place sur. Enfin, le truc, mais je pense que c'est irréalisable, quoi. C'est un truc de fou. Mais voilà, j'étais dans une confiance extraordinaire et les chevaux en top forme, quoi. Voilà. Maintenant, je peux pas expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y a quand même au niveau mental des cercles très vertueux où quand on ne doute pas. Oui, voilà, quand on doute pas, quand la machine commence à être lancée. Regardez Julien, quand il commence à gagner, on le voit partir, mais on se dit mais il va traverser tous les obstacles. Et il n'en touche pas parce qu'il est en pleine confiance, il a la confiance à 200% en lui et du coup il donne confiance à ses chevaux. Et c'est vrai que quand on n'a pas cette confiance, on se dit tiens Julien il était vite, je vais essayer de le battre, mais on part pas 100% en confiance, donc on part des fois, on se dit on hésite et la faute arrive, quoi. Il faut vraiment quand on va vite, quand on veut aller vite, il dit tant pis je vais faire 3 fautes mais j'y vais, quoi. Et c'est comme ça je pense que l'on arrive à gagner les épreuves. On va dérouler un petit peu du coup la timeline. 2014, les Jeux équestres mondiaux de Caen et cette finale tournante qui a entre-temps disparu du format championnat du monde, à laquelle vous accédez, non pas par chance, mais vraiment par talent. Vous avez fait un championnat remarquable aussi cette année-là. Est-ce que vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous avez entamé cette finale tournante? Donc 4 chevaux à monter, le vôtre, et les 3 meilleurs chevaux du championnat, très peu de sauts à faire. Le paddock qui se trouve en plein milieu de ce stade, c'est-à-dire devant le public, ce qui n'arrive quasiment jamais. Vous vous souvenez de cette épreuve et comment vous l'avez vécue et qu'est-ce que vous pensez de cette finale tournante qui a disparu et qui était quand même un spectacle incroyable? Alors oui, bien sûr, je m'en rappelle. Je pense que de toute façon, une épreuve comme ça, on se rappelle toute une vie. Alors moi, j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'étais le dernier. J'ai participé à cette dernière finale tournante. Où je suis arrivé deuxième, mais si cette finale avait disparu les derniers championnats, j'étais champion du monde puisque la veille au soir j'étais en tête. Enfin bref, c'est une petite anecdote. Pour du temps. Oui, juste oui, temps, pas de faute. Voilà. Donc pour en venir à cette épreuve, de toute façon depuis moi que j'avais vu cette épreuve déjà en 86 quand j'avais 21 ans. C'était devenu un rêve pour moi. C'était pas une obsession, mais un rêve. Parce que je me dis, cette épreuve, c'est fantastique. On monte les 4 meilleurs chevaux du monde du moment. C'est vraiment les 4 meilleurs cavaliers aussi. Pour moi, et tous les championnats du monde. Pour moi, je regardais ça d'une façon complètement émerveillé. Quand je voyais tous ces cavaliers qui montaient sur ces chevaux, c'est quand même à chaque fois les chevaux de la finale, c'est toujours les 4 meilleurs chevaux du moment du monde. Donc pour moi, c'était vraiment un rêve. Et je crois que le plus beau moment pour moi, ça a été quand j'ai sauté le dernier obstacle de l'épreuve qualificative et que là, c'est bon, je suis sûr, je suis dedans. Et pour moi, ça a été vraiment déjà une victoire. Bien sûr, après l'épreuve a été aussi fantastique, mais je crois que le meilleur moment pour moi, ça a été celui-ci. Je voudrais juste refaire le point. Il y avait avec vous, Jeroen, Rolf, donc vous et Bidzi, exactement. Et aujourd'hui, du coup, cette finale a été supprimée, n'existe plus. Vous le regrettez? Alors, en tant que cavalier, oui, parce que c'est une expérience extraordinaire de monter ces chevaux. Maintenant, je comprends tout à fait qu'avec tous les concours que l'on a actuellement, tous les 5 étoiles que l'on a tous les week-ends partout dans le monde entier, et la valeur des chevaux aussi, parce qu'attention, il faut se dire que cette épreuve, pour eux, c'est une épreuve magnifique, fantastique, mais pour les chevaux, c'est quand même un peu une punition quelque part.
parce que les chevaux, par exemple à Caen, les chevaux qui ont fait cette épreuve ont sauté un warm-up le premier jour. Bon, le warm-up c'est qu'un warm-up, mais quand même ils l'ont sauté. Et qu'avant ça, avant de venir là, il y a quand même toute des sélections, des préparations, on vient pas là comme ça, quoi. Donc c'est des chevaux qui arrivent déjà physiquement, qui ont déjà bien concouru tout le long de la saison. Donc après, le premier jour on a un warm-up, le lendemain on a une épreuve de chasse. Après ça, on a une première manche d'épreuve par équipe. Le lendemain, une deuxième manche d'épreuve par équipe. Un jour de repos. Et après ça, on avait une épreuve en 2 manches. Donc là, on en est déjà à 7 parcours. C'est énorme. 7 parcours. Et quand je suis monté sur Orient le dimanche matin, c'est des chevaux qui ont quand même fait toute une semaine de concours, 7 parcours. Ils sont un petit peu, on sent un petit peu fatigué, quoi, un petit peu redouillard. J'ai dit, mon pauvre Coco, je te remonte dessus, mais t'as encore 4 parcours. Alors qu'ils sont pas des parcours aussi difficiles que les autres parcours tout au long de la semaine. Ce sont des 8 obstacles, peut-être 8 ou 9, je sais plus. Pas super technique, ce parcours est quand même assez simple, mais quand même, il faut quand même se les envoyer. Donc c'est vrai que pour les chevaux, quelque part, c'est peut-être bien. Voilà, c'est peut-être bien. Maintenant, ça reste quand même une épreuve fantastique. Peut-être il aurait fallu voir un petit peu, peut-être différents formats, réduire un petit peu les formats, peut-être aussi mettre que 3 cavaliers, parce que 4, c'est quand même dur pour celui qui reste 4e là au pied du podium. On appelle les 3 premiers à monter sur le podium. Le 4e, il vient même pas sur la piste. À la limite, vaut mieux pas qu'il vienne, parce que sinon tu te retrouves comme un peu un couillon au pied derrière le podium. Enfin voilà, c'est bon pour ça. Voilà, c'est pour cette petite anecdote, mais c'est quand même une très très belle épreuve qui disparaît, mais voilà, quelque part, c'est un petit peu compréhensible aussi. Nous sommes déjà à mi-épisode et on espère que cette discussion avec le vice-champion du monde vous plaît. À l'heure où cet épisode sort, le salon Équitalion vient d'ouvrir de nouveau ses portes. Nous sommes très heureuses de pouvoir enfin renouer avec cet événement qui fait partie des plus beaux de la planète cheval. Et il va s'en passer des choses. Au programme, des interviews, évidemment. Petit indice, une championne olympique a accepté notre invitation. Et bien d'autres. Et pour la première fois, nous passons derrière le micro. Mais pas les nôtres. Retrouvez-nous sur l'application Cheval TV en direct pour commenter 2 épreuves du CSI 5 étoiles. Nous sommes à la fois excités et impatientes. Alors, rendez-vous à Equita. Et en parlant des meilleurs chevaux du monde, justement, vous en avez monté quand même des sacrés. On en a cité quelques-uns, Ornella Mile, Jaguar Mile, Vernavant, Lennekel. Alors attention, tous ces chevaux-là ont été fantastiques, mais il y en a eu plein d'autres avant. Il y en a eu plein d'autres avant. On est trop jeunes. Il y en a eu avant, il y en a eu après, il y en a aujourd'hui. Et aussi Orient Express, justement, que j'allais citer. Vous estimez quand même que vous avez eu de la chance, du flair, d'avoir réussi à monter ces chevaux-là, à les trouver, à les dénicher aussi? Non, c'est plus de la chance. Ouais. C'est plus de la chance, ouais. C'est vraiment une très grande chance d'avoir pu monter tous ces chevaux. Parce que du flair en fait dans tous ces chevaux, bien sûr j'en ai pas moi-même acheté beaucoup. De toute façon des chevaux comme ça on peut pas trop vraiment se les acheter, mais j'ai toujours eu de la chance de tomber sur des propriétaires qui venaient me les confier voilà, donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai monté quand même beaucoup de très très bons chevaux et gagné beaucoup de grands prix, ouais, c'est vrai. Quand vous avez évoqué les Jeux équestres mondiaux et cette épreuve qui a disparu, vous avez aussi dit qu'aujourd'hui on a de plus en plus de CSI 5 étoiles, etc. C'est une des questions qu'on aborde souvent avec nos invités et vous êtes à même, je pense, d'y répondre parce que vous avez traversé depuis plusieurs années maintenant l'évolution et les générations de ce sport. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui de cette évolution, à la fois des parcours, des concours, des chevaux qui bougent beaucoup? On en avait aussi beaucoup parlé avec Grégory Baudot. Quel regard est-ce que vous portez là-dessus, sur cette évolution, et comment est-ce que vous voyez le sport, disons, dans 5-10 ans? Disons que oui, ça a énormément évolué. Déjà avant, on avait, voilà, quand je disais les CSIO, on avait des CSIO, on avait un par pays, donc on avait vite fait le tour quand même. Il y avait peut-être un grand prix, un concours 5 étoiles peut-être par mois. Aujourd'hui, il y en a un tous les week-ends, voire 2. Même des fois, il y a des week-ends, il y en a 3. À vrai dire, je ne sais pas comment ça va évoluer. Tellement aujourd'hui, ça va vite, quoi. Tellement ça va vite. Et malheureusement, je trouve qu'il y a certains grands prix 5 étoiles qui sont un petit peu, quand on regarde ça,
On se dit finalement il n'y a pas tellement de concurrence, c'est plus un 4 étoiles et demi qu'un 5 étoiles, donc ça devient un petit peu presque trop banal, il y en a tellement de partout. Maintenant voilà, tant mieux pour notre sport, hein, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de sponsors qui mettent de l'argent pour les faire quand même ces 5 étoiles, et je pense quand même que c'est quand même une très belle chose. Et qu'avant, on avait quand même beaucoup de mal à en vivre un peu de ce sport. Maintenant, en faisant que ce sport, quand on a des très très bons chevaux, je pense qu'on arrive quand même à bien gagner sa vie, quoi. Donc c'est quand même quelque part, c'est bien. Bertrand de Bellab nous avait dit que lui pensait qu'on pouvait pas faire évoluer encore plus le sport. Alors on se demande comment on va encore évoluer encore plus, parce que quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, quoi. Mais ce que l'on peut remarquer, je pense aussi, c'est qu'avant, des super cracks, on n'en avait pas énormément, hein, des chevaux comme, qui eux ont été quand même peut-être plus au-dessus, mais des chevaux comme Milton, Japlou, Flambeau, qui étaient des chevaux fantastiques. Aujourd'hui, il y en avait très très peu, et aujourd'hui, je trouve il y en a de plus en plus aussi. Alors, c'est plus les stars que c'était à cette époque, parce que comme il y en a un petit peu plus, ils sont un peu moins starisés ces chevaux. Mais je vois à l'époque, quand Milton débarquait sur un terrain au Japlou, tout le monde était à les regarder. Même nous, professionnels, maintenant des chevaux comme ça, il y en a quand même beaucoup plus, quoi. Beaucoup plus. Alors, il dure aussi peut-être un petit peu moins longtemps, parce que comme il y a beaucoup plus de concours, les chevaux sont un petit peu plus sollicités. Donc, il dure un petit peu moins longtemps dans le temps, je pense. Mais Et pourtant, on a des pistes de meilleure qualité, des chefs de piste qui font très attention, beaucoup plus de soins, des systèmes qui mettent vraiment, normalement, l'intégrité physique du cheval un peu au cœur du sport. Tout à fait, mais justement, on n'arrive pas à les faire durer. Voilà, justement, parce que on a tellement un matériel qui s'améliore, notamment sur les carrières, avec les sols fibrés qui sont vraiment extrêmement répondants et techniquement parfaits. Les chevaux se donnent beaucoup plus, et malheureusement ont aussi beaucoup plus de pathologies. Mais c'est un petit peu comme dans l'athlétisme, on voit les gens qui vont de plus en plus vite, mais aussi beaucoup plus de casses. Comme les footballeurs, on les voit, ils sont tout le temps, il y a des cracks comme Neymar, tout ça, peut-être il est fragile, mais ils sont tout le temps souvent cassés, parce que techniquement ils sont tellement bons, ils se donnent 2 fois plus les mecs, et c'est comme nos chevaux, et ça, malheureusement ça casse plus vite. Qu'avant les sols étaient moins bons, donc on sautait aussi un peu moins, les parcours étaient un petit peu pas hauts parce que c'était plus haut, mais c'était moins technique, on allait quand même un peu moins vite, on tournait un peu moins court, parce que comme les sols ne nous le permettaient pas vraiment par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, je pense que les chevaux duraient aussi un petit peu plus avec ce genre de choses. C'est grâce à l'élevage aussi qu'on a en France. Alors l'élevage aussi, c'est très amélioré. Donc plus on améliore, plus on affine, et plus on affine, plus on fragilise aussi quelque part. Je pense, hein, je suis pas très grand, mais je pense que ça va un petit peu dans cette direction aussi. Vous avez dit, Patrice, très récemment dans une interview, que vous étiez peu présent à haut niveau ces derniers temps, alors que c'est toujours ce qui vous a animé. Et que vous ne vous sentez pas encore capable de vivre sans le sport de haut niveau. Et avec vous, on aimerait parler de la pérennisation d'une carrière de cavalier. Vous êtes une des figures majeures, emblématiques de l'équipe de France de saut d'obstacle. On vous a vu traverser les générations sportives, participer à tellement de championnats, rester toujours compétitif, équipé, et avec évidemment toujours des années plus ou moins denses et riches que d'autres. Comment est-ce qu'on fait à l'heure où ce sport attire de plus en plus de monde, quand même, on le disait, se démocratise, où on a des pilotes de plus en plus talentueux qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui, pour continuer à garder le rang, à fournir son écurie, à rester au top niveau et à continuer à courir dans ces épreuves-là, niveau 5 étoiles? Oui, mais disons que c'est difficile tout au long d'une carrière de rester constant et à peu près au même niveau. Il y a toujours un petit peu des hauts et des bas. Je pense que ça fait partie de la vie du cavalier. Maintenant, voilà, quand on est dans le bas, faut savoir arriver à remonter, et quand on est dans le haut, arriver à s'y maintenir.
Et c'est vrai qu'il y a plus en plus aussi de jeunes maintenant qui arrivent. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait vraiment trop de 5 étoiles, tout ça. Quand je regarde un petit peu les start lists et même sur la télé, enfin plus trop la télévision malheureusement, mais sur les sites internet, les cavaliers, il y a des cavaliers. Je dis tiens, celui-ci je connais pas, des Américains ou des gens qui viennent des étrangers. Je dis tiens, c'est marrant, celui-ci je le connais pas. Donc ça va aussi très très vite, très très vite. Et c'est sûr que quand je vais redébarquer sur un 5 étoiles, je vais tomber sur plein de petits jeunes qui vont me regarder un petit peu bizarre, en me disant c'est qui le vieux là? C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Je connais pas. Donc voilà, ça va très très vite. Mais c'est vrai qu'actuellement, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes talents qui débarquent avec des chevaux fantastiques et souvent beaucoup de moyens derrière ça. Et aujourd'hui, malheureusement, si on n'a pas trop de moyens derrière, on galère un petit peu, quoi. C'est quoi la clé alors d'un système qui marche pour toujours, je sais pas, avoir des jeunes chevaux, miser sur les jeunes chevaux pour réussir à refournir son écurie? Les sponsors, comment vous voyez les choses pour essayer de solutionner justement cette question? Je pense que oui, ce serait à refaire maintenant. J'essaierai d'avoir beaucoup plus de jeunes chevaux toujours à préparer dans l'écurie. Il faut toujours avoir la relève tout le temps. On voit tous les grands cavaliers, ils ont chez beaucoup d'autres cavaliers chez eux qui tournent les jeunes chevaux pour les dresser, les travailler et les amener, les faire vieillir. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui un cheval qui saute bien 1m45, il est quasiment inachetable, quoi, tellement les prix ont flambé. Donc il faut avoir de la réserve derrière, faire beaucoup de jeunes chevaux, avoir des grosses écuries, et puis avec des cavaliers derrière qui préparent. Et quand le cheval est prêt, il peut intégrer le piquet des chevaux plus âgés. Je pense que c'est un petit peu le secret. Ou avoir des très très gros sponsors et puis que ces gens-là puissent investir régulièrement dans des chevaux de 7, 8, 9 ans pour alimenter tout le temps les écuries, quoi, voilà. Et en parlant de jeune génération, ça m'inspire plusieurs questions. Comment est-ce que vous voyez la jeune génération, les jeunes talents français déjà? On va peut-être se concentrer sur les talents français. Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts? Ils sont en ce moment même peut-être en train de détrôner un peu les cavaliers français seniors qu'on connaît. Et comment est-ce que vous voyez évoluer le sport par rapport à ces jeunes-là? Il y a beaucoup de bons jeunes, bien sûr, en France. On les voit beaucoup dans les 4 et 5 étoiles. Hein. Il y en a quand même pas mal qui montent très bien. Maintenant, c'est un sport qui est quand même qui se fait sur la durée. Hein, la durée. Donc, même les jeunes, quand ils sont très très bons, on peut les voir aussi vite. Moi, j'en ai vu plein arriver très tôt et disparaître. On dit tiens, mais il est où celui-ci? Parce que au bout d'un moment, il a perdu son cheval de tête, tout ça. Et malheureusement, il n'arrive pas à suivre le mouvement, mais on les voit toujours revenir quelques années après. Donc ça aussi, c'est une bonne chose parce que on s'aperçoit que même jeune, quand on quitte le circuit, on arrive toujours à revenir si on a la chance de tomber sur des bons propriétaires qui puissent nous fournir en bons chevaux, ou même si le gamin a des jeunes chevaux qu'il a en formation derrière, il arrive toujours à s'en sortir. Donc c'est aussi important de savoir que on peut même jeune ou plus âgé, quand on est un petit peu dans la vague descendante, on arrive toujours à s'en sortir, quoi. Ça me fait notamment penser à un jeune que vous connaissez bien, Édouard Lévy, qui est aujourd'hui très performant. Comment est-ce que vous voyez aussi son évolution? Parce que c'est un jeune que vous avez vu enfant, c'est là où je voulais en venir, il nous a souvent dit que vous étiez un peu une deuxième famille pour lui à un certain moment. Quelle clé est-ce que vous lui avez donnée pour que aujourd'hui il en soit arrivé là? Je pense que là, alors je vais pas vraiment donner de clé. C'est lui qui a pris un petit peu, qui a épuisé un petit peu, qui est venu me prendre les clés sans que je le voie, je pense. Non, mais c'est vrai, pour l'histoire d'Edouard est très drôle. Il est arrivé à la maison, il avait 16 ans. C'était un garçon déjà qui était très doué dans les études. Il venait d'avoir son bac. Il était en fin d'année de 16 ans. Et je pense il aimait bien l'équitation. Il adorait ça. Après, il se posait un peu des questions, savoir s'il voulait vraiment faire ça. Donc il dit tiens, je vais faire un stage chez un professionnel, et c'est Éric Louradour qui s'en occupait à cette époque, qui est venu me le présenter. Il me dit tiens, j'ai un gamin qui monte bien, qui est doué, il voudrait faire un stage chez toi, est-ce que c'est possible, tout ça? Donc j'ai dit oui, pas de problème. Donc il est arrivé pour faire un stage, mais
de peut-être 1 mois, peut-être 2 mois à l'époque, quoi. Puis en fait, il est resté 5 ou 6 ans et j'arrivais plus à le foutre dehors, quoi. Et non, mais c'est vrai qu'il est arrivé super jeune. Il débarquait de Paris dans le 16e. Il est arrivé avec ses parents. Moi, j'habitais Le Pin, un petit bled dans le Calvados, un petit peu paumé comme ça. Au début, il était un petit peu paumé. Le pauvre, il savait pas trop où il atterrissait. Il habitait dans le village. Il habitait une petite chambre dans le village. Et puis c'est vrai que on l'accueillait à la maison parce qu'on se dit le pauvre gamin, il est un peu tout seul. Et les filles étaient toutes petites à l'époque. Valentine devait avoir 10-12 ans et Capucine vraiment tout bébé. Donc quelque part, il venait à la maison, il déjeunait tous les jours à la maison. C'était devenu un peu le grand frère des filles. Et c'est vrai qu'on s'est très très bien entendu et on était quand même très très proches à la fin. Ouais. On est resté aussi très très proches, on s'entend très très bien aussi avec ses parents. Donc voilà, tout ça, ça fait quand même comme un petit clan, quoi. À la fin, c'était un petit clan. Vous suivez encore sa trajectoire aujourd'hui ? Bien sûr, je regarde tout ce qu'il fait. On se voit quand même, il habite à 5 km, on se voit souvent. Quand il a un problème sur un cheval, on en discute, il m'appelle. Alors c'est pas systématique, mais souvent, bien sûr, on se parle encore beaucoup, oui, bien sûr. On va pouvoir du coup parler de votre fille Valentine, de votre projet aussi actuel, quelque part c'est en lien. Aujourd'hui vous entamez donc une phase de reconstruction, remodélisation de votre projet sportif et vous êtes accompagné notamment donc de votre fille Valentine qui accède elle aussi progressivement au haut niveau, qui est encore très jeune. Déjà, est-ce que vous êtes fier de lui avoir transmis ce virus ? Est-ce que vous avez peur aussi en tant que père de l'avoir s'engager dans cette voie ? Oui, bien sûr, je suis très très fier parce que je l'ai fait monter toute petite et bien sûr quelque part je suis très content qu'elle ait fait toutes ces belles épreuves parce qu'elle a eu quand même beaucoup de réussite. Et quelque part je suis aussi très inquiet parce que quand je vois comment la profession devient quand même très difficile et que c'est difficile quand même de rester tout le temps au niveau et d'ailleurs elle aujourd'hui même malgré son jeune âge elle est aussi un petit peu dans la même situation que moi, elle a pas trop de chevaux en ce moment et d'ailleurs on en a profité, je l'ai envoyée un petit peu à l'étranger, actuellement elle est en stage chez Marlon pour justement qu'elle voit aussi d'autres choses, comment ça peut se passer ailleurs. Je pense que c'est aussi très très important parce que Marlon aujourd'hui il est vraiment en haut de l'affiche et je pense que c'est bien aussi qu'elle voit un peu tout son système et c'est aussi très important qu'elle ne reste pas tout le temps qu'avec moi et parce que sinon je pense que c'est dans la vie d'un cavalier, c'est vraiment très important de voir plein de choses différentes comme j'avais pu faire avec Édouard. Au bout d'un certain temps, je dis Édouard, écoute, on arrive un petit peu au bout d'un système. Tu es trop jeune pour rester trop là avec moi. Il faut que tu vois autre chose. Pour être sûr, si tu veux vraiment en faire ton métier, je connais un peu Ludger, je vais lui demander si tu peux aller là-bas. Si tu arrives à tenir le coup là-bas, je pense que là, vraiment, tu vas tenir dans ce métier. Donc voilà, j'ai voulu aussi reproduire un petit peu ça. Alors, je l'ai pas envoyé en Allemagne, j'ai envoyé un petit peu moins loin. Mais voilà, qu'elle voit aussi un petit peu d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment très important pour la suite de sa carrière. Et même pour moi aussi, ça peut m'apporter aussi beaucoup parce que je vais pouvoir lui demander plein de choses, qu'est-ce qu'elle fait différemment, qu'est-ce qui lui fait travailler. Pour moi aussi, ça peut aussi me faire évoluer. Vous êtes toujours ouvert comme ça à l'évolution, à la remise en question, à essayer de comprendre, d'apprendre, de sortir de ce que vous avez déjà connu ? Je pense qu'avec l'expérience que j'ai, quand j'étais peut-être... de toute façon, j'ai toujours regardé les autres, j'ai toujours été très admiratif de tous les mecs qui gagnaient. Et puis après, quand j'ai vieilli un petit peu, j'ai mon système, ça va. Les autres, bon, j'ai pas besoin trop de les écouter, tout ça. Puis quand même, je me suis aperçu au bout d'un petit moment que c'était bien de regarder quand même un petit peu ailleurs, d'écouter un petit peu les autres et de demander aussi un petit peu des conseils parce qu'on s'aperçoit vite que si on se prend un peu, entre guillemets, pour un type un petit peu plus fort que les autres et pas trop écouter à côté, on va dans le mur, quoi. Je pense qu'il faut toujours, et le sport évolue tellement vite aujourd'hui qu'il faut rester un petit peu à l'écoute un petit peu de tout ce qui se passe, regarder ce que font les autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de réfléchir, de voir et voilà, quand je suis un peu perdu, quand j'ai des doutes, j'essaie de prendre un petit peu des idées à droite à gauche et je n'hésite pas aussi de demander à des potes, tiens, t'as vu mon parcours, qu'est-ce que tu penses? Et je pense que c'est la meilleure façon d'évoluer, quoi.
On a aussi eu l'occasion d'échanger avec votre femme, Sabrine, avant de venir ici. Alors, dites-moi si je me trompe, mais si j'ai bien compris, vous avez un projet, le Lab, dans lequel vous allez intégrer 3 ou 4 cavaliers déjà confirmés dans le but de les accompagner vraiment vers le haut niveau. Est-ce que la transmission, c'est quelque chose qui vous a toujours plu ou ça vous vient plutôt maintenant, quelques années plus tard? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire et comment est-ce que vous appréhendez un peu ce projet-là? Alors là, il y a plusieurs questions dans la question. Concernant le lab, oui. En fait, on s'occupe quand même. Ça fait quand même 3 ans maintenant que l'on a cette académie, qu'on suit des jeunes de 12-13 ans jusqu'à la terminale, 17-18 ans. Mais après, voilà, ces jeunes, s'ils veulent continuer, ils se retrouvent un petit peu pas perdus, mais se dire où on va. Alors que là, en fait, on est là, on a tout pour continuer, sans changer d'endroit. Enfin, si, parce que moi, je suis pas au pôle, mais c'est une façon de les aider, s'ils veulent, à continuer un petit peu, même s'ils continuent ou pas leurs études. Moi, je prends les études, je m'en occupe plus de toute façon, mais je prends au moins je peux les aider à continuer s'ils veulent encore progresser et essayer d'aller encore un petit peu plus loin dans ce métier, quoi. Donc, on a trouvé que c'était une très très bonne idée pour justement qu'il y ait du début jusqu'à la fin et encore après des solutions pour continuer. Après, voilà, c'est pas une obligation. S'ils veulent aller voir ailleurs, ils vont voir ailleurs, c'est pas le problème, mais au moins on peut assurer l'après. Mais même pour des gens de l'extérieur, je veux dire, actuellement j'en ai 3 qui viennent pas de l'académie, qui viennent de l'extérieur, mais qui sont dans la même situation. Ce sont des jeunes qui ont fini leurs études et qui veulent continuer un petit peu et on leur donne cette solution-là, quoi. On leur donne cette solution-là. Ça, voilà, c'était donc une première réponse à la question. Et point de vue, on peut dire enseignement, j'ai toujours fait un petit peu ça parce que à l'époque. J'ai même entraîné un cavalier japonais. J'ai accompagné jusqu'au championnat du monde qui était à l'époque championnat du monde à Rome. Je sais plus exactement l'année, mais il montait à l'époque Vicomte du Mesnil. Il avait décidé il voulait que je l'entraîne, donc il était venu chez moi. Il était resté même 3-4 ans avec moi pour faire des concours. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et je donne aussi pas mal de stages. Et je pense que c'est important dans la vie d'un cavalier de transmettre. Et en général, on finit un peu tous comme ça. Hein. Beaucoup de cavaliers qui arrêtent de monter se mettent coach privé ou coach pour plein de monde. Et je pense que c'est important de savoir, même si quand moi je vais arrêter un petit peu ma carrière de compétiteur, que les gens puissent savoir que je donne aussi des cours et que je puisse les coacher, quoi. Je pense que c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère monter en compétition que d'être au milieu de la carrière pendant des heures. Mais ça me dérange pas de le faire, quoi. Et justement, vous aimez monter en compétition et on aimerait bien aussi pouvoir parler un peu de la suite de votre carrière sportive. Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont vos challenges à venir? Qu'est-ce qui m'attend? J'en sais trop rien. les challenges à venir, c'est de retrouver des chevaux pour refaire des belles épreuves, quoi. Voilà, c'est tout simple. Bon, et alors si Patrice, on ne devait garder qu'un seul souvenir et qu'un seul cheval dans toute cette carrière. Parce que souvent, c'est une question qui est trop compliquée. Ouais, non, bien sûr, le plus simple et le plus facile, c'est de dire les championnats du monde à Caen. Mais il y a eu avant de Caen, il y a eu tellement de bons chevaux qui m'ont permis d'arriver là que ce serait pas sympa de dire non, c'est celui-ci et pas d'autre, parce que je reviens justement au championnat du monde de 86. J'ose même pas dire le nombre d'années en arrière, mais déjà c'est des souvenirs extraordinaires. Et puis même avant ça, j'avais eu des titres de champion d'Europe jeune cavalier, qui est pas rien à l'époque. Et voilà, ce serait un petit peu laisser ces choses-là de côté et penser qu'à ça. Donc j'ai eu quand même beaucoup de chance d'avoir de remporter de très très belles épreuves et de très très bons souvenirs, bien sûr. On aime bien poser cette question parce que souvent on n'a pas la réponse qu'on pense avoir. Ce qui va nous amener, je pense, vers la dernière question, qui est peut-être la plus difficile, je sais pas. Est-ce que, avec toutes ces victoires, avec tous ces chevaux extraordinaires que vous avez pu monter, avec votre carrière qui a été très fournie en championnat, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi à la fois vos ambitions sportives, à la fois personnelles? Oui,
Bien sûr, parce que j'ai quand même eu des super moments, aussi des super bonnes galères, parce que malheureusement, avec les chevaux, c'est toujours un petit peu ça. Mais je pense que ça fait partie du sport. Alors bien sûr, si on pouvait remonter les choses en arrière, il y a des choses que j'aurais fait autrement, mais bon, j'ai quand même pas à me plaindre parce que j'ai quand même eu des super bons moments. J'ai gagné des trucs. Des superbes épreuves, super concours. Donc non, je pense que j'ai quand même eu une vie de cavalier très, très heureuse, très heureuse. Eh bien, Patrice, en tout cas, on a hâte de vous revoir sur les plus grosses échéances, et on vous dit merci beaucoup pour votre temps. Et c'est moi qui vous remercie. C'était un vrai plaisir. Merci.